Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, la 5e République a son tout nouveau gouvernement. Alamaye Alina, nommé à la tête de la primature, a dévoilé ce lundi 27 la liste restreinte de ses ministres qui doivent l'accompagner dans la construction du pays. Promouvoir l'allaitement maternel, c'est l'ambition des autorités sénégalaises. Un atelier de sensibilisation s'est tenu dans la région de Saint-Louis samedi dernier. Et en fin de journal, nous recevons Ndeye Fatou Kane, écrivaine sénégalaise et chercheuse en sociologie du genre. Elle vient nous parler de son dernier ouvrage, Au nom d'un père. Le Premier ministre tchadien Alamaye Alina a dévoilé la liste de son tout nouveau gouvernement. Parmi les 35 membres, on compte 27 ministres et 8 secrétaires d'État. Ce gouvernement compte 7 ministres de moins que le précédent. 21 parmi les nouvelles nominations ont déjà occupé une fonction ministérielle. La plupart étaient de l'équipe du gouvernement sortant, le département de la justice, de l'administration du territoire, de la sécurité publique ou des infrastructures. L'épine dorsale ne change pas, l'enseignement supérieur non plus, avec Tom Erdimi. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Togo ont initié des partenariats militaires à travers un exercice national d'envergure baptisé Taranakal, qui signifie amour de la patrie. Un Tarmadec, dans un contexte de tensions géopolitiques et d'insécurité alimenté par des attaques terroristes dans la sous-région. Ce partenariat de défense militaire a pour objectif premier de renforcer la coopération entre les forces des pays respectifs pour une lutte efficace face à toute menace extérieure. Les précisions de Philoméntine. Les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso qui forment l'Alliance des États du Sahel ainsi que celle du Tchad et du Togo réalisent depuis le 20 mai 2024 des exercices militaires conjoints dans l'ouest du Niger près de la frontière malienne. Ces 5 pays confrontés à des violences terroristes comptent ainsi renforcer les capacités opérationnelles et la résilience de leurs forces armées face à toute menace potentielle. L'opération Tarnahakal marque un tournant dans la géopolitique sécuritaire africaine de manière générale et sahélienne particulièrement. À travers cette opération, on observe une mutualisation des forces par les 5 États membres. Aussi, on observe une sorte de prise en main de la défense collective. Il faut aussi le préciser. Cette opération des États africains, elle est menée essentiellement par ces États sans appui d'une puissance extérieure. La situation sécuritaire du Niger, du Mali et du Burkina Faso reste alarmante. Selon le rapport 2023 de l'Institut pour l'économie et la paix, 310 attaques ont occasionné 1150 victimes au Burkina Faso. Au Mali, le rapport attribue 944 victimes aux attaques armées. Selon le rapport, les attaques dans ces 2 pays ont augmenté de 48% en 2022. L'Alliance des États du Sahel, formée le 16 septembre 2023 par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, vise à mutualiser les efforts pour lutter contre ces menaces sécuritaires croissantes dans le Sahel. Le Tchad et le Togo, bien qu'extérieurs à cette alliance initiale, partagent les mêmes préoccupations sécuritaires. À travers cette opération, les États du Sahel s'éloignent davantage de la CEDEAO, car au moment où cette dernière réfléchit sur la mise en place d'une force antiterroriste, il faut noter que les forces armées des États du Sahel s'exercent déjà. Les exercices militaires conjoints entre les armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso ainsi que celles du Tchad et du Togo montrent un engagement solidaire pour une réponse coordonnée face à des défis sécuritaires communs. Selon le rapport 2023 de l'Institut pour l'économie et la paix, le nombre d'opérations terroristes dans la région du Sahel a augmenté de plus de 2000% au cours des 15 dernières années. Le Kenya a été frappé d'inondations généralisées ces dernières semaines. Selon le bilan dressé par le gouvernement kenyan, 267 morts et plus de 200 000 personnes déplacées ont été enregistrées. Ces inondations ont causé d'énormes dégâts physiques et matériels, notamment dans le secteur agricole.
Environ 168 092 hectares de terre ont été détruites, menaçant la sécurité alimentaire du pays. Pauline Minka. Les inondations au Kenya ont dévasté le pays depuis le mois de mars, faisant 267 morts et plus de 200 000 personnes déplacées, selon le bilan dressé par le gouvernement. Certains secteurs, comme l'agriculture, ont été considérablement affectés par ce phénomène. Les récoltes sur environ 168 092 acres de terre ont été détruites, menaçant la sécurité alimentaire. Selon une agricultrice, la plupart des récoltes ne donneront certainement pas de bons résultats à cause des pluies. Par conséquent, le Kenya commencerait à connaître des pénuries alimentaires en raison de mauvaises récoltes. La gestion des événements hydrométéorologiques révèle le niveau de préparation et la capacité d'anticipation de nos États et communautés. Le cas du Kenya, mais pas que, aussi ceux de la Tanzanie et du Burundi, devraient nous interpeller et inciter les acteurs à des actions de préparation et d'anticipation. Alors que les agriculteurs comptent leurs pertes, le déluge a mis en évidence le manque de préparation du Kenya aux catastrophes, soulignant la nécessité d'une gestion durable des terres et d'une amélioration des prévisions. Pour atténuer les effets négatifs de l'érosion des sols et des inondations, il est essentiel, selon des experts, de pratiquer une gestion durable des terres. Jeanne Kirui, responsable de l'agriculture de la région de Narok, met l'accent sur l'aménagement des terrasses et d'autres mesures telles que les cultures de couverture qui permettront à l'eau d'être absorbée. Aussi faut-il souligner l'incapacité des infrastructures à juguler les eaux de pluie. Voilà un certain nombre d'éléments qui ont concouru aux événements qui ont tragiquement secoué le Kenya. Espérons que le Kenya saura se remettre de cette catastrophe, mais également mieux se préparer pour anticiper les aléas prochains qui peuvent engendrer de telles situations. Par ailleurs, la situation sanitaire et nutritionnelle des enfants préoccupe les autorités et les partenaires de ce pays d'Afrique de l'Est. Selon les données officielles, environ 18,3% des enfants risquent de souffrir de malnutrition. Dans le comté de Tana River, 69 965 personnes ont été touchées par les inondations causées par les fortes pluies, les crues de rivières et les reflux du lac Victoria. Objectif, sensibiliser sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Le samedi 25 mai, un atelier pour promouvoir l'allaitement maternel s'est tenu à Saint-Louis, au nord du Sénégal. Cet événement a été organisé par la Direction régionale de la santé avec le soutien de l'UNICEF, réunissant des experts médicaux, des mères et des représentants d'organisations liées à la santé maternelle et infantile. Les explications de Cheikh Oumar Kamara. Au Sénégal, un atelier crucial sur la pratique de l'allaitement maternel exclusif s'est tenu à Saint-Louis, au nord du pays. Cet événement a mis en lumière l'importance de l'allaitement maternel exclusif, notamment dans un pays où seulement 42% des femmes pratiquent actuellement cette forme d'alimentation pour leurs nourrissons. L'initiative de cet atelier, soutenue par la Direction régionale de la santé, a attiré l'attention sur la nécessité de promouvoir l'allaitement maternel exclusif, reconnu comme étant essentiel pour la santé et le développement des nourrissons. La pratique de l'allaitement maternel est extrêmement importante pour les enfants. Le lait maternel est un lait complet, c'est un aliment complet qui contient 80% d'eau et tous les micronutriments dont l'enfant a besoin. Donc faire la promotion de l'allaitement maternel, c'est faire la promotion de la bonne santé des enfants. Et généralement, c'est autour de 3 temps. En termes de précocité, il faut donner le lait l'heure qui suit la naissance du bébé. En termes également d'exclusivité, il faudrait donner que le lait pendant les 6 premiers mois. Maintenant, à partir de 6 mois, c'est la complémentarité alimentaire avec l'introduction de nouveaux aliments. Le docteur Massamba a exprimé également ses regrets, indiquant que de nombreuses femmes qui pratiquent l'allaitement maternel donnent malheureusement de l'eau aux enfants. Il y a beaucoup de femmes qui pratiquent l'allaitement maternel, mais malheureusement, ces femmes donnent de l'eau aux enfants. Et cette eau, nous voulons, autant que faire se peut, à défaut de l'arrêter complètement, renforcer un peu la communication afin que les femmes puissent comprendre que l'allaitement maternel est ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Je le disais tout à l'heure en termes de précocité, parce que quand vous donnez à votre enfant ce qu'on appelle le colostrum, c'est le premier vaccin de l'enfant. Ça protège l'enfant presque durant toute sa vie.
le Sénégal se situe en deçà de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en matière d'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois de l'enfant. Son taux est à 42% alors que l'OMS recommande 50% selon la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Elle est née à Dakar, petite fille de l'écrivain de renom, Cheikh Hamidou Kane. Après une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, elle sort diplômée en transport et logistique internationale. Elle est actuellement chercheuse en sociologie du genre à l'Université de Paris, anciennement Paris-Descartes. C'est en 2014 qu'elle sort son tout premier roman, Le Malheur de vivre. En 2016, elle participe à un recueil de nouvelles intitulé Franklin l'Insoumis. En 2018, elle publie un essai intitulé « Vous avez dit féministe ?» analysant le mouvement féministe au sein du continent africain. Elle se voit décerner la même année le prix Jeunesse des moins de 35 ans dans l'espace francophone Au nom d'un père et son dernier ouvrage dont elle vient nous parler. La féministe sénégalaise Ndeye Fatou Kane est notre invitée. Merci Bonjour, beaucoup. bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente d'être là. Et merci beaucoup pour la présentation. J'en suis flattée. Au nom d'un père est votre dernier ouvrage. Pourquoi ce titre ? Alors pourquoi ce titre? Je ne voulais pas l'intituler Au nom du père pour des raisons évidentes. Mais pour moi, un nom d'un père est beaucoup plus interpellant. Je voulais mettre en lumière un homme, mon père. Pas n'importe quel père, un père qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a éduquée de façon atypique et qui m'a fait comprendre depuis ma plus tendre enfance que j'étais une femme, mais pas que mon identité ne devait pas me définir. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bientôt 3 ans après sa disparition, j'ai voulu lui rendre hommage. Et quoi de mieux qu'un livre pour pouvoir le fixer dans le temps et dans l'espace pour que son nom continue de résonner. La preuve, on parle de lui alors qu'il n'est plus là physiquement. Donc, vous écrivez ce livre pour honorer la mémoire de votre père, Mamadou Tidiane Kane, qui était pour vous un guide, un protecteur. Ouais. Qui était cet homme vraiment? Alors, en plus d'être mon père, en plus de m'avoir mise au monde, je dirais que c'était mon ami. La relation qui nous liait, qui nous lie toujours, parce que je pense que les morts ne sont pas morts, comme disait Birago Diop. La relation qui nous lie est toujours très forte, une relation fusionnelle. En plus, je porte le nom de sa mère. Donc, mon surnom, Yayu Bayam, qui veut dire la mère de son père, a vraiment illustrer les rapports que nous avions, des rapports d'amour profond, de respect, d'admiration. C'est toujours étrange quand je dis que mon père m'admirait et que je l'admirais. Les gens en rigolent, mais je pense que c'est ça qui nous définissait en fait. Cette relation fusionnelle de partage, de considération et puis de transmission, parce que je pense que mon père m'a transmis beaucoup de choses. Je le dis d'ailleurs dans le livre et c'est tout ça qui fait que c'était un homme en phase avec son époque. Voilà. Vous êtes la 3e fille de votre père et 5e enfant de votre papa aussi. Comme vous venez de l'énoncer, il vous donne le nom de sa mère. Vous dites dans le livre que votre père vous a tellement aimé qu'il a porté toute l'affection qu'il portait à sa maman sur vous. Ouais. Non mais c'est vrai parce que si tous ceux qui le connaissent me racontaient des anecdotes avant même ma naissance, me disant c'est normal que ton père te porte au nu comme ça, parce que si on voit l'amour qu'il portait pour sa mère, paix à son âme, Yaye Fatou Diagne, ma grand-mère, mon homonyme, donc c'est normal qu'il te pousse comme ça vers l'excellence. Et souvent mes autres frères et sœurs voyaient cette relation-là de loin parce que mon père m'a poussé vers l'excellence, des fois de façon même très violente et très acharnée. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que toutes les valeurs que je porte, ma posture féministe, mon anticonformisme et ma façon de vouloir faire entendre ma voix encore me viennent de lui. Et justement, à chaque fois, à les membres de votre famille, vous disiez, vous êtes la fille de votre père. Et ça, je le prends comme un compliment. Même aujourd'hui, d'ailleurs, lorsque je rencontre d'anciens amis, d'anciens collègues à lui, lorsque j'ai certains comportements et que je parle d'une certaine façon, ils me disent, ça ne nous étonne pas. Car ton père, et ça, c'est le plus beau compliment que l'on puisse me faire. Un père disparu qui revient dans un roman. L'écriture est pour vous une thérapie ? Oui, bien sûr, parce qu'en plus d'avoir fait une thérapie, consulté une thérapeute, je pense que l'un des sujets aussi que je voulais aborder dans ce livre, c'est le fait de décomplexer la santé mentale, le fait de décomplexer le fait de voir une thérapeute, une psychologue. Parce que le deuil aussi est une thématique qui
traverse tout le long du livre. Donc c'était important aussi de sortir un peu de ce deuil qui est vu comme une performance dans nos contrées africaines et particulièrement sénégalaises. Et le fait d'avoir écrit, oui, m'a permis de coucher sur le papier la douleur que je porte en bandoulière depuis 3 ans. Alors, c'est au port autonome, nous allons revenir sur le papa, que votre papa débute sa carrière. Il atterrit ensuite au ministère des Infrastructures. Sa carrière de footballeur a avorté parce qu'il aimait le ballon rond, comme tout bon Sénégalais. Il reçoit l'ordre national du Lion en 2005. Quel souvenir gardez-vous de cet homme, encore une fois? Alors, beaucoup de souvenirs, parce que souvent, je lui disais qu'il a vécu plusieurs vies en une seule. Et surtout, je le taquinais en lui disant, mais tu devrais mettre sur le papier tes mémoires, tu devrais écrire, parce que tu as beaucoup à transmettre. Quand on voit la multitude de carrières qu'il a eues, vous l'avez dit au port autonome de Dakar, qui est sa première famille d'ailleurs, parce que leur qu'on lui a rendu hommage l'année dernière à Dakar, toute la famille portuaire était là. Et je les remercie au passage, mes oncles et mes tantes qui y sont toujours. Et après au ministère du Transport et des Infrastructures, pour finir par les instances dirigeantes du sport. Donc je dirais que c'était un couteau suisse, un homme curieux de tout, mettant en avant la recherche de la connaissance. Donc tout ça, je pense que c'est des valeurs cardinales qu'il m'a incarnées et que j'essaie de perpétuer dans ma vie d'aujourd'hui. Il était surnommé la rigueur par ses camarades d'université. Une anecdote que vous expliquez dans votre ouvrage. Oui, la rigueur, comme je l'ai dit, très violent, pas au sens premier du terme, mais vraiment très teigneux, voulant pousser ses enfants, et particulièrement moi, dans la recherche de cette excellence. Il est vrai que beaucoup de gens ne comprenaient pas en se disant que c'était trop, mais lui savait ce qu'il faisait. Donc vraiment, la rigueur, c'est ce surnom qui le définissait le mieux. Vous parlez aussi de son élégance vestimentaire, mais aussi langagière, de sa faculté d'élaborer en alternance ou de porter un costume croisé avec 6 boutons ou un sabador sénégalais, de ses choix culinaires aussi. Il aimait autant le magret de canard que le tchébou-tchétchar. Un homme du monde, dites-vous dans le livre. Oui, un homme résolument ouvert sur le monde, avec toute ma subjectivité de fille. Parce que si je le dis, on dirait que c'est parce que c'est ton père qui le dit. Mais mon père était élégant, dans le verbe, dans la posture, dans la mise. Souvent, il me disait, mais redresse-toi. Parle fort, regarde-moi quand tu me dis bonjour, regarde. Et ça, c'est des choses qu'on ne retrouvait peut-être pas à l'époque pour les filles, parce qu'on disait, ne parle pas trop fort, va dans la cuisine, apprends à cuisiner, apprends les tâches domestiques. Mais lui m'a éduquée en me disant que j'avais un cerveau comme les garçons, donc je devais mettre en avant cette capacité-là. Justement, votre père vous a éduqué de manière atypique en vous faisant comprendre qu'être une fille ne saurait être une excuse ou une entrave et que vous avez le cerveau, le même cerveau que vos frères. Oui, totalement, totalement. Parce que là, je me dis, mais en fait, avec le recul, je me dis, mais c'est la façon la plus normale d'éduquer les filles. Parce que souvent, dans nos pays, on n'éduque pas les garçons, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Alors que les filles sont très tôt récupérées et mises dans la sphère de la production, du care, de la sphère domestique. Donc les filles, quand on voit les statistiques aussi aujourd'hui, de l'école, de l'excellence, on voit que les filles sont les premières partout. Donc ce serait bien de les pousser un petit peu plus. Et surtout dans la sphère de l'éducation, c'est là que la différence se fera. Donc je remercie vraiment le ciel tous les jours d'avoir eu ce père qui m'a très tôt inculqué sur le fait que j'étais intelligente, que je pouvais faire tout ce que je voulais si j'utilisais cette intelligence-là. Féministe que vous êtes, chercheuse en sociologie du genre. Finalement, votre père était-il féministe? Mais bien sûr, je me rappelle lorsque j'écrivais, vous avez dit féministe, bien qu'il ne comprenait pas tout, mais il faisait l'effort de déconstruction. Et ça, je pense que c'est vraiment important, qu'on ait des pères déconstruits, qu'on ait des compagnons de vie déconstruits, parce que je crois profondément en l'alliance femme-homme. Et c'est là qu'on voudra tendre vers cette égalité que l'on veut dans nos postures féministes en fin de compte. Quel que soit le domaine où je m'active, je vous cite, l'ombre de mon père plane toujours. Ce qui explique la présence éternelle de nos disparus qui planent dans nos vies, dans votre vie, en permanence. Oui. Tous les jours, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce que je dis aujourd'hui, comment est-ce qu'il m'aurait vu, comment est-ce qu'il m'aurait critiqué. Et c'est là, je remercie le ciel tous les jours d'avoir eu ce père. Pas n'importe quel père, mon père, Mamadou Tidiane Kane, qui me regarde, je le pense profondément du paradis et qui est fier de moi. Au final, ce livre, Au nom d'un père, c'est quoi pour vous en 3 mots? Alors, j'ai voulu offrir au monde des morceaux de lui, des morceaux de moi, des morceaux de nous,
pour que tous les gens, toutes les personnes qui l'ont lu depuis 1 an que ce livre est paru m'ont dit que ça les a touchés. Eux aussi ont perdu un parent et qu'ils n'avaient pas pu mettre au mot cette douleur qu'ils ressentaient. Et puis voilà, c'est ce que j'ai voulu faire, le partager au monde, le fait de l'avoir eu comme père. Merci beaucoup. Merci Ndaïfatou Kane d'avoir été notre invitée sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes écrivaine, chercheuse en sociologie du genre et Au nom d'un père est votre tout dernier ouvrage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.